Moi, c'est Salomé Soltan Branger. Je suis étudiante à la RIFT en 3e année d'assistante de service social. Bonjour, Régis Robin. Je suis formateur à la RIFT depuis 21 ans. Avant, j'étais assistant social en psychiatrie adulte pendant 11 ans. Et j'ai un doctorat en géographie sociale et humaine. Également, mais il n'y a plus de place à la tribune, donc ils ont bien voulu rester ici. Deux apprentis. Vous allez vous présenter. Dans quelle institution vous êtes? Donc, Valentin Leroux, je suis en 3e année en tant qu'éducateur spécialisé à l'ITS de Chartres et je travaille dans un service de prévention spécialisé sur l'équipe de Vendôme. Héloïse Geland, donc je suis en 3e année également de formation d'éducatrice spécialisée à l'Institut du travail social de Tours. Et je suis également en apprentissage à la CESM sur un quartier prioritaire de la ville, à Blois, donc en prévention spécialisée. Régis ou Salomé ou... Allez. Quand on nous a sollicité avec les étudiants et formateurs, c'était effectivement cette question-là de la jeunesse, de notre place de formateur. Et là, quand j'ai échangé avec Martine Trapon, spontanément, je lui disais, voilà, j'ai 2 points qui me venaient un peu comme ça, et je vais essayer de rebondir. Alors, ça va être moins structuré que Navid, je pense, là, ce que je vais évoquer. Mais je vais reprendre certains éléments. En fait, pour moi, c'était, voilà, en tant que citoyen homme, lambda, et en tant que formateur en travail social. Donc, ce rapport à la jeunesse, alors la mienne, elle date plutôt des discours d'hier après-midi, mais je suis concerné par la jeunesse d'aujourd'hui, par mes fils, par exemple, mes enfants, et puis par les jeunes que je peux entraîner au foot. Quand je dis les jeunes, ils ont à partir de 16-17 ans et jusqu'à pas d'âge, on va dire ça comme ça, et de ce que ça me renvoie aussi dans le quotidien, en fait. Donc, cette représentation des jeunes, ça a été évoqué à plusieurs reprises, mais de ce vécu, en fait, d'une stigmatisation et un sentiment d'être déconsidéré, en fait, que leurs paroles ne soient pas considérées. À quel moment on leur demande ce qu'il en est, de comment ils comprennent eux les choses. Donc ça, c'est quelque chose qui fait aussi très fil conducteur pour moi. Et je ne peux pas m'empêcher, puisque j'ai demandé aux étudiants, première année assistant de service social, de travailler sur un bouquin qui s'appelle « Sois jeune et tais-toi ». Réponse à ceux qui critiquent la jeunesse, de Salomé Saké, donc qui est journaliste. Et juste au passage, juste pour vous dire, parce que c'est aussi intéressant de façon croisée avec ce que nous discutons depuis hier, mais je vais y arriver, juste dans son sommaire, elle a découpé son livre. Voilà. Première partie, sois jeune et fais-toi. Sois jeune et fais-toi. Et donc la tendresse légendaire des aînés pour leurs cadets, les jeunes c'était mieux avant. Et du coup ça me fait penser quand ma fille de 9 ans se met à me chanter la chanson de Big Flo et Oli, et avec tous les éléments que ça peut renvoyer derrière aussi. Mais comme s'il y avait une bonne intention, cette tendresse légendaire, et en même temps c'était quand même mieux avant, quoi. Avec le syndrome de Peter Pan aussi derrière. Elle évoque ça aussi, ces jeunes éternellement mineurs, donc dans le regard des autres aussi. Donc, sans responsabilité, mais je vais y revenir. Deuxième partie, sois jeune et ne t'en fais pas. Sois jeune et ne t'en fais pas, avec toutes les questions d'attentats, de crise écologique, des mutations anxiogènes de la société, par exemple. Et enfin, sois jeune et lève-toi, et entre parenthèses, mais pas trop. Et donc c'est là où ça renvoie aussi à d'autres éléments, donc je le dis de façon un peu croisée, sur l'engagement aussi des jeunes, je vais revenir d'une certaine façon. J'essaye de rebondir aussi par rapport à ce que vous avez évoqué, ça va être découpé, je l'ai dit à l'instant. Youssef a parlé de l'accès au droit, notamment enfants sujets de droit. Et je trouve qu'à chaque fois, pour moi, ça renvoie à 2 notions. La protection et la reconnaissance pour... au final, citer Serge Pogam sur le lien social. Mais sur la question de l'accès au droit, et c'est souvent ce qui est renvoyé à nos étudiants futurs assistants de service social, c'est que vous vous occupez que des papiers, de toute façon, vous êtes derrière un bureau, en gros c'est ça, la louche, l'affaire. Mais c'est bien plus large que ça, cette affaire-là. Et donc là, on peut faire appel à Axel Honnête sur la reconnaissance, où il y a 3 sphères. Une sphère qui est la sphère de l'amour, où ça va développer la confiance en soi,
Je vais revenir sur la deuxième après. La troisième, c'est la sphère de l'estime sociale qui renvoie à l'estime de soi. Mais la deuxième, sur l'accès au droit, c'est ce que je dis aux étudiants AS. Même si vous ne faisiez que ça, et vous savez très bien que ce n'est pas que ça, eh bien, ce que développe Axel Honneth sur la sphère juridico-politique, ça développe le respect de soi. Et j'ai plein de situations, quand j'étais assistant social en psychiatrie adulte, que je pourrais amener pour illustrer. Mais il y a bien cette question du respect de la personne. Donc l'accès au droit, c'est ce point fondamental sur ces dimensions-là. Et puis, vous avez évoqué, ou tu as évoqué, je sais pas, protéger. Alors protéger, effectivement, c'est intéressant, mais on a toujours une... ça peut être la bonne excuse aussi pour faire un projet sur la personne et un projet pour la personne. C'est une bonne raison, quoi. Et à quel moment on est en train de se dire, est-ce que je suis vraiment en train de faire un projet avec cette personne ou est-ce que c'est vraiment le projet de la personne? Donc c'est toute cette attention dans cet équilibre-là, et c'est là que ça renvoie à Salomé Saké, et pour moi, comment on peut faire réémerger ce que Michel Foucault appelait les savoirs ensablés. Donc les savoirs ensablés, ça passe par une forme d'écoute sociale, parce qu'en plus on est dans une société, même si la chanson elle date, mais je vous invite vraiment à l'écouter, ou la réécouter dans le contexte actuel. J'ai perdu mon truc, mais être né sous le signe de l'Hexagone, c'est quand même pas ce qu'on fait mieux en ce moment. Donc voilà, je rappelle juste à la chanson de Renaud et allez l'écouter en pensant à l'actualité. C'est quand même pas mal. Donc c'est, est-ce que en termes de posture, en tant que formateur, ce qui me vient en fait en tête, il y a cette jeunesse tantôt on banalise puisque c'est la crise de l'adolescence. Et tantôt, on responsabilise avec des actes. On peut incarcérer à partir de 13 ans. Et ce qui est extrêmement contradictoire quand on fait des interventions avec nos étudiants sur le développement de l'enfant et le développement de l'adolescent, et que si, par exemple, le même jour, on fait un cours sur le plan réglementaire, ce qu'il en est en France. Donc tous ces paradoxes-là, vous l'avez dit, entre éducatif et répressif. Et on a, c'est ma casquette de formateur, j'ai donc affaire à des étudiants qui, là pour les 3/4 d'entre eux, donc j'ai pris une claque là en septembre, puisque les 3/4 d'entre eux, en fait, n'étaient pas nés quand j'ai commencé à être formateur à la Rift. Mais, donc tout ça pour dire que j'accompagne une jeunesse qui va accompagner la jeunesse. Vous avez évoqué hier, justement, en reprenant des éléments de l'histoire, alors bien sûr, le contexte n'est pas le même, la jeunesse au secours de la jeunesse. Eh bien, si je pousse un peu l'analyse à un moment donné en termes d'hypothèse, nous avons bien une jeunesse qui veut venir au secours de la jeunesse aussi d'une certaine façon. Et en même temps, donc c'est intéressant parce qu'elle est prise elle-même dans cette dimension-là. Et elle prend en même temps en pleine figure des remarques du style, puisque j'ai vu ça l'autre fois, le seul réseau social, parce que je suis un peu archaïque avec toutes ces affaires-là sur lesquelles je suis, c'est LinkedIn. Et je réagis très rarement, voire jamais, quoi. Mais l'autre fois, il y a quelqu'un qui met un texte comme quoi les étudiants en travail social ne seraient pas engagés, ne seraient pas impliqués. En gros, si je reprends Salomé Saké, c'était quand même mieux avant. Et alors là, j'ai réagi parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Depuis 21 ans, j'accompagne des étudiants, jeunes et moins jeunes, parce qu'on a aussi toutes les tranches d'âge. Mais il y a bien une forme de militantisme d'une certaine façon, mais avec peut-être d'autres formes d'engagement. D'autres formes, d'autres façons de les exprimer, mais ils prennent en pleine figure, et de la part de formateurs de stage aussi, ils sont quand même pas très curieux, là, nos étudiants. Alors je pense qu'ils ont oublié comment ils étaient quand ils étaient en formation. Ou alors peut-être que je me dis, moi-même, enfin moi franchement, j'étais peut-être pas très curieux quand même à l'époque. Mais c'est pas pour rien qu'il y a 3 ans de formation, et pour peu qu'on puisse les garder, ces 3 années de formation, parce que tout ça, c'est quand même remis en débat très régulièrement. Mais on a donc une jeunesse qui va s'occuper aussi de la jeunesse et voir comment elle peut se sentir crédible, parce que j'entends souvent je me sens pas légitime. Bah si, on est légitime, je suis désolé. Il y a des textes qui écrivent qu'il y a 3 ans de formation, je dois faire des stages, donc là je suis légitime. Par contre, mon problème il est plutôt de le côté de la crédibilité. Parce que être crédible, c'est être digne de confiance. Et ça, c'est pareil, c'est du côté des jeunes, de tous les jeunes dont on parle. Et c'est pour ça que j'inclus aussi, je vais dire mes jeunes, parce que je suis assez possessif quand je parle de mes étudiants. Mais en tout cas, c'est cette dimension-là, avec un discours qui vient pointer des choses stigmatisantes aussi sur eux, et de la part de pairs. De la part de pairs.
Donc c'est très interrogeant par rapport à ça. Donc on assigne aussi des choses. Tout à l'heure, David, tu disais, j'ai dit que je ne serais pas très structuré, mais puis je vais passer la parole à Salomé, il faut que j'arrête de parler. Il ne faut pas me donner le micro non plus, en fait. Faut pas hésiter. Tu disais donc oui, c'est l'assignation en fait des jeunes à leurs origines, etc. Et moi, ça me renvoie aussi toujours à Noam Chomsky, où le meilleur moyen de manipuler les gens, c'est de les isoler les uns des autres. Et c'est ce qu'on est en train de faire de façon exacerbée dans toutes les sphères. Et on parle de représentation. Quand j'ai dans toutes les sphères, il va falloir qu'on fasse preuve aussi chacun d'entre nous d'introspection par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on est en train d'agir aussi? Quand les formateurs de stage, travailleurs sociaux disent voilà, mais non, ils sont quand même pas très curieux, là, les jeunes ne posent pas beaucoup de questions, etc. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train d'agir par rapport à ce qu'on est en train de nommer? Vous voyez, c'est toujours mieux de regarder, c'est plus facile de regarder les autres. Et donc, voilà, si on veut être un peu dans une forme de réflexivité, ça me paraît indispensable si on veut que les choses bougent. Et puis, moi, je vais provoquer un petit peu, mais désolé, mais... Donc Alain Villebreau nous dit les jeunes, hier, hein, les jeunes sont plus parlés que ne parlent. Donc là, toutes les personnes qui vont prendre le micro, je pense que notre jeunesse, elle est un peu plus éloignée que les autres. Donc vous voyez, c'est ça aussi. Je me faisais ce constat-là hier soir en rentrant chez moi. Je me dis, ok, les jeunes sont plus parlés que ne parlent, mais ok, qui parle là aujourd'hui? Ouais, mais 20 ans, ils sont très loin. Donc c'est un peu cette dimension-là. Pierre Merle a parlé hier aussi, désapprendre les préjugés. Moi, j'essaye d'inviter les étudiants d'apprendre à désapprendre aussi. Mais pour ça, il faut que moi aussi, je puisse désapprendre. Oui, sinon, c'est trop facile de le demander aux autres. Donc et si je dis ça, c'est que c'est pas simple en fait tout ça. C'est qu'on surfe sur l'incertitude, sur le flou, etc. Mais je vais m'arrêter parce que j'avais noté plein de trucs encore, mais je vais passer la parole non, mais on peut couper aux jeunes. On peut couper le micro, mais on le fait pas parce que tout est bien passionnant. Salomé, il faut bien garder le micro. Voilà. Excusez-moi, juste une petite phrase parce que celle-ci, je ne voulais pas passer à côté. Pardon, excuse-moi Salomé. Bon, c'est gentil. Dans tout ce que j'ai entendu aussi, m'est venu vraiment en tête, c'est quand tu as parlé tout à l'heure du suicide. Parce que bon, j'interviens aussi, je fais des interventions sur la question du suicide, fragilité des liens et suicide, donc plutôt sur un regard sociologique, mais en croisant aussi des pistes pour les étudiants derrière. Et j'aime bien rappeler une phrase dans un documentaire, Xavier Pomereau, qui est un spécialiste de la question de la crise identitaire à l'adolescence. Et Pomereau, dans un documentaire, il dit qu'il fait des groupes de parole avec les parents, et c'est assez significatif ce qu'il a évoqué, et que ses parents, il leur pose toujours une question, et des parents qui sont toujours très parlant, discutant sur les difficultés de leurs enfants, et leur pose la question à ses parents, mais quelles sont les compétences de vos enfants? Et ils n'arrivent pas à répondre à cette question-là. Il le dit très explicitement, donc c'est quelqu'un qui a une certaine expérience. Et donc je trouve, voilà, c'est aussi intéressant, et cette phrase-là, je la pense, voilà, quand, par exemple aux étudiants, je vous regarde en même temps, oui, quelles sont vos compétences? Et ça, on en reparlera, parce que moi, systématiquement, je vous amène à me dire, ok, vous me parlez de vos limites, mais il y a des choses aussi là qui sont présentes. Donc, mais on induit aussi ces dimensions-là, et voilà, juste quelles sont les compétences de nos enfants, quelles sont les compétences de notre jeunesse aussi. D'accord. Salomé, il faut essayer de tenir le micro bien comme ça, parce que Régis, lui, il est de la période rock, oui, donc il le tient comme ça. Mais bien comme ça. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je pourrais revenir, notamment sur le discours de Youssef quand il parle de représentation éclatée, ambiguë et contradictoire, et notamment avec les politiques publiques qui agissent en tant que prévention, protection, mais il y a l'aspect punition. Et je trouve que c'est encore prégnant, et d'autant plus quand on accompagne des jeunes sortis de l'ASE, où on reste quand même dans une sorte de punition parce que tu sors d'un système qui t'a englobé et qui t'a un petit peu stigmatisé. Et à la sortie de ça, on te remet éventuellement sur un mandat de protection parce que tu n'es pas en capacité. Et en fait, il y a toute cette stigmatisation qui a été mise en avant aussi par Martine, qui fait que l'enracinement dans la dimension sociale
même avec les familles ou sans les familles, ça induit des écarts de position entre le travailleur social et notre public. Et du coup, je trouve que ces positions et ces perceptions, elles sont aussi induites de la médiatisation, le fait de faire des quartiers prioritaires de la ville, d'avoir aussi une représentation des peurs de ces cités, de ces jeunes. Et en fait, on ne prend pas en compte, à mon sens, le processus d'intégration aussi du jeune lui-même, certes dans la cité, mais avec son identité. Et je pense que, justement, Régis, tu le disais tout à l'heure, que apprendre à désapprendre, notamment dans le travail social et avec nos référents, on voit que certains ont 20 ans de métier et sont campent sur leur position. Mais nous, on vient leur dire, attends, parce que moi, je comprends pas ta position sur le terrain. J'ai pas l'impression qu'au final, il y a une telle marginalisation sur les quartiers prioritaires de la ville, notamment la Roseraie pour ceux qui sont angevins. Mais je pense qu'une perception plus positive, notamment médiatique, comme on le voyait avec Chevènement, Sarkozy, Macron et tous ces politiques qui visent à catégoriser et stigmatiser ces jeunes, en fait, la parole, elle ne leur est jamais donnée. En fait, on est toujours dans une répression de cette parole et dans une invisibilité. Moi, pour le cas dans mes stages, je suis quand même en 3e année, les jeunes, je ne les vois quasiment pas. Je suis avec, certes, les parents, mais les parents, quand on les aide, que ce soit pour de l'accès au droit ou d'autres choses, les enfants, ils n'ont même pas leur place dans la systémie. Et c'est quelque chose, par contre, qu'on voit en cours et nous, qu'on développe de plus en plus, d'aller justement sur cet aspect systémique pour aller sur la cellule familiale et désenclaver justement toute cette catégorisation et aller le travailler vraiment en profondeur et ne pas parler justement des incasables comme on pouvait évoquer tout à l'heure avec Youssef. Et je sais que dans d'autres pays comme la Finlande, la Suède, il y a des cadres où la systémie est beaucoup plus prise en place et où, du coup, le fait de punir n'est pas prescrit dans la loi, on va dire. C'est plutôt de la prévention, du suivi social rapproché. Et je pense qu'en France, on en est encore loin. Et c'est nous aussi, en tant que travailleurs sociaux, qu'on soit jeune ou moins jeune, pour le coup, je suis plutôt un peu plus jeune que la moyenne des enfants que tu aurais pu faire naître, Régis, du coup. Non, mais voilà. De quand tu as commencé ta formation, on va plutôt... voilà. Mais oui. Et... forcément, on a tous des perceptions différentes sur le cadre, sur le jeune en travail social. Enfin, je sais qu'on en parlait avec Régis pour préparer ce moment-là, mais dans la formation, c'est vrai que les référents pro, ah non, mais ils sont pas investis, ces jeunes, et puis t'as vu comment ils s'habillent, et puis ils s'investissent pas, ils veulent pas venir aux pauses déjeuner avec nous, c'est n'importe quoi, l'intégration, elle est où ? Et je trouve ça assez aberrant parce que ces mêmes professionnels ont besoin de décompresser, ce qui est normal aussi avec notre travail. Hein. Je pense que c'est obligatoire même. Et ils ne se mettent pas à la place des jeunes et à l'évolution des mœurs. Enfin, je sais que moi, j'ai un clivage de 10 ans quasiment avec la promo. C'est vrai que la médiatisation, les applications, comme disait Régis sur les réseaux sociaux, j'y connais pas grand-chose. Mais ça influence aussi cette perception de la jeunesse au fil des années. Enfin, il y a toute une représentation qui change, une inclusion sociale, et puis une bonne stigmatisation aussi, dire ils sont que sur leur téléphone, ils savent que faire ça. Mais non, en fait, nos jeunes, justement, ils s'instruisent aussi autrement et il faut le voir différemment. Voilà. D'accord. On écoute aussi nos 2 autres discutants et puis après... Non, c'est bon, j'ai un micro. Et ensuite, on verra comment s'organise. Tout d'abord, merci beaucoup à Youssef et Martine pour votre intervention.
Moi, je me suis beaucoup retrouvée dans votre intervention, Youssef, dans ma pratique professionnelle et ce que je peux voir sur le terrain. Tout ce que vous avez dit, ça m'a beaucoup parlé. Et donc, je voulais revenir sur 2 points notamment. Donc, vous avez évoqué le décrochage scolaire. Et c'est vrai que sur le terrain, nous, on remarque des difficultés qui sont croissantes, que ce soit pour la recherche de stages, la recherche d'emploi, d'apprentissage. On a beaucoup de sollicitations des jeunes vis-à-vis de ça. Et avec des très grandes difficultés à trouver, des entreprises qui ne veulent plus prendre de stagiaires. Et donc, ça participe aussi au décrochage scolaire, puisque aujourd'hui, dans beaucoup de formations, et même dans la formation initiale, puisqu'en 3e, il faut un stage, maintenant, en 4e, il y a un stage qui a été installé, un stage qui n'est pas obligatoire, facultatif. En seconde, il y a un stage désormais également. Et puis, dans toutes les filières professionnelles, il y a également des stages. Et si le jeune ne trouve pas de stage, son année, elle est... il doit soit recommencer l'année d'après, ou des fois, il y a perte de motivation et du coup, il n'y a plus rien. Donc, il y a cette question-là qui est assez importante et qui rejoint aussi la difficulté de trouver un emploi une fois. Alors, il y a beaucoup de jeunes aussi qu'on rencontre qui ont arrêté précocement les études, après le brevet, même avant pour certains. Et donc là, sans diplôme, dans notre société d'aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a beaucoup de sociétés qui favorisent l'expérience sur le diplôme. En France, c'est le diplôme qui prévaut avant tout. Et donc même pour des jeunes qui sont diplômés, l'accès à l'emploi est complexe, notamment avec des discriminations forcément dues à l'origine ethnique, au port du voile, par exemple, etc. Donc ça, c'était mon premier point. Et le deuxième point, j'ai été assez étonnée qu'il ne soit pas abordé, ou un petit peu par Salomé et Régis, c'est l'utilisation des réseaux sociaux, puisque aujourd'hui, ça a quand même une place très, très importante dans la vie des jeunes. Nous, on le voit avec des jeunes qui viennent, donc nous, on a un local sur le quartier, qui viennent lors des permanences et qui sont sur leur portable, qui presque ne voient la vie, pour certains, que à travers ça. Pour donner un exemple assez parlant, on a une jeune fille qui est toujours sur son portable quand elle est avec nous, et on lui a demandé de regarder dans paramètres combien de temps d'utilisation du portable. Ça permet de prendre un peu conscience aussi pour certains jeunes de cette utilisation. Et donc pour cette jeune, il était 15h quand on a regardé, et elle était donc depuis minuit, ça faisait 14h30 qu'elle était sur son portable. Et là, on se dit, il y a quand même un problème, quelque chose à voir. Alors c'est un exemple effectivement un peu poussé à l'extrême, parce que tous les jeunes ne sont pas autant sur leur portable, et heureusement. Mais je trouve qu'il y a quand même dans les réseaux sociaux vraiment quelque chose à travailler avec ça, parce que c'est des jeunes qui suivent des influenceurs, qui ont une vie toute faite, qui paraît géniale en fait. Ils vont en voyage, ils gagnent de l'argent hyper facilement juste en faisant des vidéos. C'est la perception que les jeunes en ont, et qui quand même interfère dans la réalité. Et aussi au niveau de l'accompagnement parental autour de ça, puisqu'effectivement les parents, souvent il y a une rupture par rapport à ça. C'est des parents qui n'ont pas forcément connu les réseaux sociaux, qui n'ont pas forcément connu la technologie, et donc qui sont totalement perdus face à ça par rapport à leur enfant, et comment on peut les accompagner là-dedans, à leur dire il existe des choses, effectivement, des contrôles parentaux à mettre sur les portables pour l'utilisation, etc. Voilà. Et enfin, pour terminer, je voulais vous inviter à lire une enquête journalistique et ethnologique qui a été faite par Thomas Guénolé, qui s'appelle « Les jeunes de banlieue, mangent-ils les enfants ?» et qui est assez intéressante, parce qu'il vient en fait re-questionner toutes les représentations qu'on a des jeunes de banlieue, et également des policiers qui interviennent sur le terrain. Moi, en tout cas, je l'ai trouvé très intéressant. Voilà. Encore merci à vous pour cette présentation. Moi, en vous écoutant, je me suis posé plusieurs questions, et ça m'a rappelé aussi certaines choses.
La première des choses, c'est quelle est la place des jeunes dans la ruralité. Je trouve qu'en fait, on parle beaucoup de cités, de banlieues, parce que, alors, l'hypothèse que je pourrais faire, c'est que en fait, il y a un regroupement de beaucoup de jeunes au même endroit, mais je trouve ça aussi intéressant de parler de la ruralité, parce que du coup, en me posant cette question-là, je suis allé chercher sur Internet. Voilà, ça fait 30% des jeunes quand même de 3 à 24 ans qui sont en ruralité. 30% on pourrait dire que c'est peu, mais je pense que sur la France entière, c'est quand même un chiffre qui est important, et en fait, on en parle très peu. Et je pense que du coup, dans nos représentations, on parle de la jeunesse, on parle de la banlieue, et je trouve que c'est pas à oublier. Et surtout, moi, venant d'un milieu rural, c'est pour ça que je pense que ça me parle encore plus, c'est que je trouve que l'accès au droit, on parle beaucoup d'accès au droit pour les jeunes de banlieue. L'accès au droit, c'est pour les jeunes venant de ruralité, c'est compliqué. Ça me rappelle c'était une équipe de prévention spécialisée sur Chartres qui a été montée avec un financement du ministère du Travail, et qui avait en fait l'objectif de ramener les jeunes vers leur accès à l'emploi. Et en fait, c'est quelque chose qui marchait tellement que le ministère du Travail a développé vraiment, je pourrais plus vous dire exactement, mais c'était une sorte de véhicule qui passait dans tous les villages. Et l'équipe mobile. Oui, c'est ça, l'équipe mobile, ouais. Qui était de base une équipe de preuve, qui a été content sortie de ça parce que voilà, sur les financements. Donc voilà sur la ruralité. Et tout à l'heure, donc vous avez parlé du service militaire. Moi, ça me rappelle une des premières réunions que j'ai fait, des réunions partenariales qui étaient sur le quartier avec les acteurs locaux, et avec l'agent de préfet qui nous présente le service national universel. Alors, sortant de cette réunion-là, je me rappelle qu'avec ma maître d'apprentissage, on s'est regardé en disant, alors c'est beau, c'est bien explicité, mais en fait, nos jeunes qu'on accompagne maintenant, ils n'y iront pas. En fin de compte, ça fait 2 ans qu'on a eu, j'étais peut-être bêtise, 1 an et demi qu'on nous avait présenté ça. Sur les jeunes qu'on accompagne, il n'y en a aucun, alors que pourtant il a été proposé maintes fois. En parlant de ça, c'était marrant parce que du coup, quand je marque ça, je me rappelle aussi du discours d'hier sur le scoutisme des années 30-60, et en fait, je me rends compte que on veut essayer de faire la même chose, donc remettre les jeunes dans le droit chemin pour qu'ils soient beaux et qu'ils soient engagés de la façon, attention, de l'État. Moi, je me pose question aussi encore sur l'engagement vis-à-vis de l'État. Et du coup, ça me met en lien, excusez-moi, c'est peut-être un peu brouillon, mais ça me met en lien aussi avec quand on parle de sauvageons et ce problème d'enracinement, comment on veut que les jeunes s'enracinent s'il y a du béton. Je pense que c'est plutôt ça la question. C'est qu'on dit souvent que les jeunes... alors voilà, là on parle d'enracinement, mais comment nous, travailleurs sociaux, mais aussi les politiques, on permet aux jeunes de s'enraciner. Moi, je me rends compte, ayant des amis qui ne travaillent pas du tout dans le social, en discutant avec eux, en disant... le problème, c'est l'immigration. Alors, bon, bien sûr, ça pose débat, mais en fait, ce que je leur ai dit, je dis, mais je pense pas que l'immigration, il y a un lien qui est fait. C'est plutôt les 2e et 3e générations. Et en fait, se poser la question, mais pourquoi ces jeunes-là ne se retrouvent plus dans ce système français? Et pour moi, la première hypothèse que j'y mets, c'est que c'est cette question d'enracinement. Comment ils se retrouvent dans notre système français, dans notre culture française, comment ces jeunes se retrouvent. Alors, attention, il n'y a pas que des défauts dans notre système français, mais en tout cas, je pense qu'on peut se poser la question pour qu'ils puissent se réattribuer leur France, quoi. Merci.